Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce troisième épisode de Fin des Imaginaires, votre podcast littérature et culture pop. Aujourd'hui, je suis avec Capitaine Destry. Bonjour à tous. Et avec Irizy. Salut à tous. Voilà, donc aujourd'hui on est que trois, voilà, c'est les aléas du roulement. Alors, au programme aujourd'hui, comme d'habitude, on aura les actualités, une partie chronique et une partie recommandation. Dans la partie actu, on va d'abord parler de l'affaire Brajlon, et ensuite on parlera sur des thématiques classiques, on parlera de films, de jeux, d'animés et de séries. Donc voilà, sans tergiverser plus que ça, on va commencer direct avec les actus. Et donc c'est Irizy qui va nous parler de l'affaire Brajlon. Oui, en effet, au début du mois, on a appris le remplacement de Stéphane Marsan, le président, directeur de publication et créateur de l'éditeur Brajlon, plus gros éditeur d'imaginaire en France. Et cela à cause de révélations de Mediapart sur des accusations d'agression sexuelle envers des employés de Brajlon et des auteurs. Les révélations viennent de Mediapart et datent de fin avril. Ce que j'ai pu voir sur les articles Mediapart et Actualité, si vous n'êtes pas abonné à Mediapart, qui fait un très bon résumé, c'est en gros, fin avril, Stéphane Marsan et ses avocats ont fait un droit de réponse et les termes clés, c'était qu'on cherchait à déstabiliser la maison d'édition à travers cette figure donc de Brajlon. Et ça n'a pas trop plu aux salariés qui étaient au courant des affaires effectivement d'harcèlement qu'il y avait. Et du coup, ils ont parlé et cela a permis que Stéphane Marsan quitte la maison d'édition. Et donc, le 6 juillet, un communiqué de l'entreprise l'a remplacé et 2 personnes ont été placées à la présidence et à la direction de la publication. Voilà. Ça, c'était pour le résumé. Et pour mon avis personnel, je pense que c'est une bonne chose que toutes ces affaires sortent, car le milieu de l'édition et même du divertissement en général, on peut voir les affaires qu'il y a chez Blizzard et Ubisoft en ce moment aussi, où il y a beaucoup de problèmes et ça permet que tout ça sorte, permette d'assainir un peu ce milieu. Voilà. Effectivement, le milieu du divertissement, c'est pour les travailleurs, en tout cas, c'est assez difficile. J'ai l'impression on en parle à chaque fois au début du podcast parce que il y a toujours un truc dans les actualités et c'est bien que ces affaires classes sortent, que les travailleurs puissent reprendre un peu de pouvoir parce que c'est le problème à chaque fois qu'on a des métiers passion comme ça et des métiers qui sont aussi souvent assez précaires. Les décideurs entre guillemets, ils ont un poids assez important et le management, il est il est très très vite toxique. Donc, que ce soit au niveau tout ce qui est sexisme et harcèlement sexuel ou conditions de travail avec le crunch dans les boîtes de jeux vidéo, il est temps qu'on en parle et que. Oui, le crunch, ce genre de choses, ça aide pas non plus. Ouais, la dernière fois, c'était pour. Des affaires, ça sort tout le temps. Enfin, là, on va parler un peu de MAPPA tout à l'heure, mais MAPPA, c'est pareil, les conditions de travail, elles sont exécrables. Enfin, c'est. Voilà, et à chaque fois, il faut juste comprendre que c'est pas des événements isolés, quoi. C'est vraiment toute une industrie qui doit prendre ses responsabilités et changer, quoi, clairement. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur tout ça? Non, j'ai pas vraiment rien à rajouter à part dire que tu as dit tout à l'heure qu'on allait parler de MAPPA, puis en général, dans les studios d'animation japonais, les conditions de travail sont exécrables un peu partout, là. Fait que, Ouais, effectivement, hein. Et après, même pas, ils se font beaucoup épingler en ce moment. Disons que c'est eux qui sont un peu sous le feu des projecteurs. Ils font des gros animés en ce moment, donc Ouais. ça joue un petit peu. Mais effectivement, c'est le cas d'énormément de boîtes de production et d'animation au Japon et même dans le monde entier, j'ai envie de dire, même si c'est symptomatique au Japon. Voilà. Bon, on va passer aux news un peu plus légères maintenant. Donc là, on va y aller par thème du coup. On va commencer par les films
et par Dune, qui a montré un deuxième trailer cette semaine. Est-ce que vous l'avez vu, ce trailer? Oui, Euh, je l'ai vu. non, pas moi. D'accord. Et du coup, Irésit, on a pensé quoi? Bah déjà, visuellement, ça claque. Ouais, on est d'accord, ouais. Ça change des premiers films Dune, même si c'était pas bien, mais là, ça claque particulièrement. Et sinon, bah, je trouve qu'il en révèle pas mal de l'histoire. Bon, le livre est sorti il y a super longtemps, et avec le premier film, on connaît pas mal l'histoire. Mais du coup, Ouais, je me demande comment ça va se dérouler. Bah, ça a l'air d'adapter juste le premier bouquin, mais ça fait déjà un bon pavé, quoi. ouais. Alors moi, j'avoue, j'ai pas lu le livre et j'ai pas vu le film de Jodorowsky. Du coup, j'y connais vraiment rien, à part quelques éléments clés comme ça qu'on a vu dans les trailers ou qu'on connaît à force. Voilà, quoi. Et c'est vrai que je suis très, très, très hypé. Parce que bah, déjà, Denis Villeneuve, tous les films qu'il a fait récemment, j'ai vraiment adoré. Tout ce qu'il a fait en SF, c'est incroyable, que ce soit bah, la suite de Blade Runner, qui était vraiment un pari ultra risqué et qui, selon moi, est remporté, mais haut la main, ou Premier Contact, qui était vraiment aussi excellent. Donc, bah, grosse attente pour Dune. Ouais, Et et puis le casting est super bien aussi. ah ouais, non, mais le casting, c'est n'importe quoi. C'est un truc de fou. Il y a quoi? Il y a Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Josh Brolin. Ouais, je les ai euh, pas tous, mais Ah, c'est c'est du terrible, 4 c'est étoiles, terrible. hein. 5 étoiles le truc, ouais, c'est ouf. Et petite info en plus qui fait plaisir, alors si ça n'a pas changé depuis, hein, la sortie, elle est prévue pour le 15 septembre en France. C'est-à-dire qu'on va la voir un mois plus tôt qu'aux États-Unis. Voilà, le hasard des calendriers, me demandez pas pourquoi. Voilà. Désolé, Vestrid, tu l'auras plus tard. Dommage pour moi parce que tout le monde en parle, puis j'ai vu un peu des images, tu sais, j'ai pas vu les trailers entièrement, mais j'ai vu des images, puis ça me hype aussi, là. Tout ce que je sais, c'est de la science-fiction, puis comme moi, je suis au Canada, pour moi, ça va sûrement sortir en même temps qu'aux États-Unis, là. Fait que je trouve ça, je vous trouve chanceux. Ouais, mais je crois que c'est juste pour nous en fait. Mais je sais pas pourquoi, hein. Mais pour Bah, l'Europe ou seulement pour la France? je crois que c'est que, je sais pas trop, mais c'est peut-être une question de droit, ça peut être aussi bête que ça, hein. Bah, je sais pas, faudrait vérifier. Je pense pas que c'est une question de droit, je pense que c'est juste par rapport enfin, avec le Covid et tout, vu qu'il y a plein de trucs qui ont été repoussés. Bah sinon, oui, c'est par rapport à qui ils ont en face la semaine de la sortie. Ouais, peut-être, je sais pas. Mais enfin voilà, et du coup, petite pensée à tous nos amis sur le continent américain qui vont nous voir nous enjailler pendant un mois là sur Alors, je viens de revérifier les dates, et ça a effectivement bougé. Ah non! Ils annoncent le 29 septembre en France et le 1er octobre au Canada. Oh, bah, 3 jours, ça va, ça va. Bah, en fait, c'est juste que nous, nos films sortent le mercredi et vous le Ouais. samedi. Ok, ben. Donc, ils ont redécalé. Désolé, Flo. Oh non, c'est terrible! Ah là là, en plus, j'avais un ami qui venait ce week-end-là. Ah là là, c'est terrible. Je dois lui annoncer ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Donc, du coup, on l'aura à peu près tous en même temps. Mm. Et du coup, 29 septembre, tu m'as dit, c'est ça? Oui. Bah, donc 2 semaines après, quoi. Ah, terrible. Ok, autre actu ciné. Alors, ciné Netflix. Il y a un film de super-héros français qui est sorti ce mois-ci sur Netflix. Ça s'appelle Comment je suis devenu un super-héros. Est-ce que vous l'avez vu? Non, pas du tout. Pas du tout, j'ai pas Netflix, donc ça va être un peu compliqué. Ah, bon voilà, comme ça c'est comme ça c'est fait. Bon après, il n'y a pas forcément besoin d'avoir Netflix pour. Bon voilà, bon, bref. Euh, Donc un film de super-héros français. Bah du coup, moi j'étais très curieux de voir ça parce que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent, hein. Les films de super-héros, c'est très clairement dominé par les L'Amérique. Américains. Et donc, bah, c'était plutôt sympathique, avec quelques défauts et un manque cruel de peps dans le troisième acte. Mais sinon, ça montrait un univers qui est assez sympa. Bah, déjà, ça se passe à Paris, donc dans un cadre qui est très différent de d'habitude. Et c'est dans un univers un peu à la My Hero Academia où bah, il y a beaucoup de gens qui ont des pouvoirs. Et donc, il y a des gens il y a des super-héros du coup qui s'occupent.
de la justice. Il y a d'autres gens, des gens normaux qui ont potentiellement aussi des pouvoirs, quoi. Et donc, on suit une équipe de policiers sans pouvoir qui est sur une enquête liée à, comment dire, des accidents liés à des pouvoirs sur fond de trafic entre guillemets de drogue, où la drogue, en fait, c'est un truc qui donne justement des super pouvoirs. Voilà, donc moi, c'est un truc que je recommande quand même si c'est pas forcément. Enfin, c'est pas. Pour moi, c'est pas excellent, hein. Il manque, comme dit, ouais, ça manque un peu de peps, mais ça a le mérite d'être assez différent, d'être français. Donc voilà, ça à soutenir, hein, comme d'habitude, si on veut espérer avoir un peu plus voir un peu plus ce genre de projet se concrétiser, quoi. Voilà. Et donc, enfin, dernière news film, le tout dernier film du MCU, Black Widow. Et donc, c'est, je crois, Captain Vestry qui va nous en parler. Oui, dans le fond, je suis allé le voir au cinéma la semaine dernière. Ça faisait très, très longtemps que je n'avais pas vu de film du MCU. Puis je savais pas quoi m'attendre énormément. Puis j'ai bien aimé parce que dans les Avengers, par exemple, Black Widow, c'est pas un personnage qui a autant de prestance qu'un Captain America, un Thor ou un Iron Man. Tu sais, c'est un personnage un peu plus secondaire. Fait que je trouve le fun d'avoir un film centré sur elle, puis qu'on se concentre vraiment sur elle. Puis on en apprend sur son passé. Puis ça se passe après les accords de Sokovie, en fait, pour ceux qui connaissent le MCU, là. Quand elle et Steve Rogers, dans le fond, Captain America, sont en fuite, là. Puis elle se fait un peu rattraper par son passé, là. Du coup, puis faut qu'elle gère ça. En gros, c'est ça l'histoire du film, là. Puis j'ai bien aimé. Puis si vous aimez les films Marvel, je vous recommande d'aller le voir. D'accord. Bon, bah, moi, j'avoue, je suis pas très très fan des films Marvel, donc voilà. J'irai peut-être le voir si j'ai un trou au cinéma, là, on verra. Ou quand il passera à la télé dans 3 ans. Ouais, peut-être. Moi, je trouve ça un peu dommage d'avoir fait son film aussi tard, en fait. Oui, c'est vrai, parce qu'elle est là depuis. Elle a été introduite dans Iron Man 2, là, ce qui est très très trop dans le MCU, là. Fait que c'est vrai que ça aurait été bien qu'elle ait un film à elle avant, là. Ouais. Après, dans un hypothétique revisionnage du MCU, on pourrait caler le film à un autre endroit, par exemple, je pense. Enfin, on n'est pas obligé de le regarder après Endgame, je pense. Enfin, Ouais, non, 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 en fait, ça se passe avant Endgame. Ça se passe, je pense, après. bah, ça se passe entre Civil War et Infinity War, en fait. Ouais, c'est ça. ouais, voilà. Ouais, du coup, je pense que ce sera plus intéressant à le replacer éventuellement dans ce contexte-là, en fait, plutôt que dans l'ordre de sortie, vraiment. Ok, donc bon, on va passer à la suite. Une petite partie sur les jeux vidéo, hein, parce qu'on aime bien les jeux vidéo ici. Alors, pas trop de news importantes en ce moment. Euh, C'était plus là, le mois dernier avec le 3, hein. Juste une petite ressortie, qui est la ressortie de Gridfall, donc dans une édition Gold, qui contient du coup où il y aura du coup ouais, une mise à jour pour les consoles next-gen, donc PS5 et Xbox Series, plus PC évidemment, avec un DLC en plus, si j'ai bien compris. Et donc Gridfall, c'est un jeu, déjà il faut noter, qui est français. Voilà. La Euh, fierté. oui, toujours. Et un très bon jeu, parce que moi j'ai eu l'occasion de le faire en fait, donc dans son édition de base. Je pense pas que je vais prendre le temps de faire cette édition Gold. Et par contre, pour ceux qui découvriraient le jeu maintenant, bah, je vais la conseiller forcément, hein, puisque le jeu a été un peu retravaillé et tout. Et donc, Gridfall, ça parle de quoi? Ça parle d'un ou une diplomate qui part sur une île pour chercher un remède à une maladie qui sévit sur le continent. Et en fait, cette île, c'est une île qui est en cours de colonisation par différents pays. Et donc, sur cette île, on trouvera des villes dominées par ces différents pays et des régions dominées par les natifs. Et donc, nous, le personnage, on évoluera au milieu de tout ça. D'un côté, pour essayer de trouver un remède à cette maladie,
et de l'autre côté, pour essayer de détricoter un petit peu les relations diplomatiques qui sont, on le devine, extrêmement tendues entre les différentes factions. Voilà. Et donc, au niveau gameplay, bah, c'est de l'action RPG à la BioWare. Donc, on a vraiment une espèce de mélange entre The Witcher, donc un peu un côté chasse aux monstres, et un côté bah, très BioWare avec des différents compagnons, les quêtes qui vont leur être associées, etc. Des quêtes de faction, avec un système de réputation entre les différentes factions. Voilà, donc bah, c'est un jeu qui est très sympathique, qui souffre un peu de son, comment dire, de son côté double A. C'est-à-dire que c'est pas un gros triple A avec un budget infini. C'est un jeu qui est fait par une équipe plus restreinte avec un budget modeste. Donc on sent par-ci par-là que bah, il a fallu rogner un petit peu sur l'aspect technique. Donc ça a gardé en tête. Mais voilà, très bon jeu hein, que je recommande si vous aimez les RPG. Voilà, donc on passe maintenant à la partie animée. Et donc bah, c'est Captain Vestri qui va nous présenter un peu tout ça. Oui, ça va aller vite parce que c'est des petites nouvelles. Puis je vais commencer en vous disant que on a eu l'annonce pour une saison 2 de Vinland Saga avec un trailer qui est sorti il y a 2 semaines à peu près. Vinland Saga, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un manga sur les Vikings, là, et c'est très très bon. Fait que, puis le trailer promet, là, la saison 2 risque d'être vraiment très bonne. Personnellement, je regarde pas l'anime parce que j'ai lu tout le manga, là, mais pour Flo, je crois qu'il a regardé l'anime, je crois qu'il a vraiment hâte à la saison 2. Ah ouais, moi j'ai beaucoup Ouais, aimé la saison 1 là, donc c'est ça. Fait que je te confirme que la saison 2 va être vraiment géniale. ouais, c'est ce que j'ai cru Puis, comprendre. puis ensuite, Jojo Lion, qui est un manga d'Hiro Iko Araki, qui est la huitième partie de Jojo Bizarre Adventure, va se terminer le 19 août après 10 ans de publication. Pour moi, c'était une grosse nouvelle pour moi parce que je suis très très fan de Jojo Bizarre Adventure. Et puis c'est un gros manga, là. Ça a pris du temps parce que, ben, 10 ans de publication, mais c'est comme SNK. Dans le fond, les chapitres sont publiés mensuellement, puis les chapitres ont 40 pages, là. Fait que même s'il reste un chapitre, il va quand même avoir pas mal de contenu. On n'a pas de nouvelles pour une possible neuvième partie ou quelque chose comme ça, là. Ensuite, on a eu un trailer de Chainsaw Man qui va être produit par le studio MAPPA. MAPPA, qui est le studio qui a produit beaucoup de gros animés cette année, notamment la saison 4 de l'Attaque des Titans, puis un shonen qui a vite conquis les cœurs, là, qui est Jujutsu Kaisen. Là. Fait qu'il y a encore un gros animé pour MAPPA. Puis ça fait quelques années que j'entends parler du manga, mais je m'y suis pas mis. Puis le trailer me donne vraiment envie là, parce que ça claque visuellement. Là, l'anime a de l'air vraiment très très beau. Ouais, faudra juste faire attention. On connaît un peu les trailers un peu qui en mettent plein la vue et au final Mensonger, l'anime. ouais, c'est ça. Ouais. Faut faire D'accord. attention avec ça. Ouais, On ouais. verra comment ça à l'arrivée. Après, Mappa, c'est un peu en dents de scie, hein, parce que, bah, comme on l'a dit, hein, ils font beaucoup de projets. Ouais, Et je sais. donc, enfin, il y avait quand même une grosse différence entre Jujutsu Kaisen, par exemple, qui était très très bien produit, et bah, l'Attaque des Titans, où il y a eu quand même eu quelques loupés. Donc, Ouais, mais après, c'est pas les mêmes studios, entre guillemets, c'est pas les mêmes équipes d'animation. Donc à voir laquelle ils mettront sur le coup. oui, voilà, c'est pour ça, Hmm. c'est assez variable. Et moi, tout ce que j'espère, c'est que les équipes sont. Bon, j'ai peu d'espoir, hein, mais j'espère que les équipes seront bien traitées quand même. Puis aussi, dernière nouvelle concernant les mangas et les animés. On... Hiromu Arakawa, qui est l'autrice de Full Metal Alchemist, Silver Spoon, qui est un manga qui parle d'agriculture, et Arslan, qui est un manga que j'ai pas lu, mais j'ai l'impression que de ce que j'ai vu, ça parle un peu de guerre ou de choses comme ça. Ouais. Va avoir un nouveau manga qui va être publié, et ça ne sera pas publié dans le Shonen Jump, ça va être publié dans le Shonen Gangan. Puis à date, on n'a pas beaucoup d'infos, à part que ça va être le personnage principal va être un archer pendant l'époque féodale au Japon. C'est pas mal tout ce qu'on sait pour l'instant, là. Fait que moi qui est un très très grand fan de Fullmetal Alchemist, ben j'ai vraiment hâte de voir ça, là. Puis il faudrait que je lise aussi ces autres mangas. D'accord. Et voilà, c'est ce qui conclut les actus manga. Ok. Effectivement, FMA,
Excellent, voilà. Ok, et bah, du coup, dernière partie des actus, on va parler série avec la saison 2, enfin une saison 2 qui a été annoncée pour Good Omens. Alors ça a surpris tout le monde parce que la saison 1 adaptait déjà le bouquin de Neil Gaiman en entier. Donc ça veut dire que cette saison Oui, 2, Terry bah, Pratchett. et C'est Terry Pratchett, oui, effectivement. Et donc, bah, ça veut dire que cette saison 2, ça sera une histoire totalement inédite. Alors, je sais plus quel sera le scénariste principal, mais en tout cas, Neil Gaiman a confirmé qu'il coécrira au moins en partie la saison 2. Donc, bah, c'est plutôt rassurant, je pense. Voilà, on verra après, on verra ce que ça donne, hein. Moi, j'avais beaucoup aimé la saison 1, sans que ce soit une claque incroyable. Vous avez bien aimé, vous, Good Omens? Moi, j'ai pas euh, regardé. Ah, personnellement, j'en ai vu que des extraits et moi j'ai lu le livre, mais d'après ce ah que j'ai d'accord. vu de la saison 1, ça a l'air très sympa. Donc, pourquoi pas rattraper la saison 1 et me faire la saison 2 Ouais, bah, c'est assez sympa, hein. Faut aimer l'humour un peu. anglais. Ouais, c'est ça, très british, un peu absurde par moment. Ah, c'est très sympa. Donc ça, c'est pour Amazon Prime. Bah, la deuxième news, c'est aussi Amazon Prime d'ailleurs. C'est la roue du temps. Alors, on a appris que le tournage de la saison 2 avait déjà commencé bah là, assez récemment, le 19 juillet, donc la semaine dernière. On a aussi eu une fenêtre un peu plus restreinte pour la date de sortie, qui a été annoncée là bah aussi, je me demande si c'était pas il y a 2 jours là, hein, pour, à la Comic-Con. Donc ça sortira en novembre 2021. Donc là, très bientôt finalement. Alors, par contre, on n'a toujours pas de trailer. Ça commence à être long là. Toute la communauté réclame des images et on en a très peu. Donc voilà, c'est pas forcément très rassurant qui montre rien comme ça. Donc à voir. Euh, Autre news, il y a eu le 9 juillet la PictureCon qui était pas forcément terrible et qui en plus a suivi un calendrier très très bizarre parce qu'on a eu alors je sais plus quel jour exactement ça s'est déroulé, mais on a eu la première conférence qui était un soir en semaine, donc c'était je sais plus vers 17h ou 18h quoi. Et la deuxième conférence a eu lieu en pleine nuit, bah, juste après quoi, donc c'était assez étrange. Bon, on a quand même eu quelques annonces. On a eu notamment la next-gen update de The Witcher 3 qui a été promis pour cette année. Voilà, donc on attend toujours cette fameuse update pour le jeu, hein, avec bah, tout le bazar qu'il y a eu autour de Cyberpunk, tout ça. On se doute qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été repoussées. Donc voilà. Ils ont annoncé du contenu en lien avec la série. Notamment, on l'a vu sur les artworks qui ont été partagés, une nouvelle armure, donc, qui est bah, celle de la série du coup. J'ai l'impression aussi qu'ils ont retouché un petit peu le Kara design de Geralt avec un visage un peu plus dur, qui a sûrement été inspiré par des mods qui avaient été faits par la communauté. Bref, voilà, donc ça c'est pour les jeux. Ah oui, non, si, il y a aussi il y a un jeu mobile qui est sorti cette semaine aussi, une espèce de Pokémon Go dans l'univers de The Witcher. Hmm. Voilà, moi ça m'intéresse pas trop, mais C'est quoi le but? C'est d'aller tuer des monstres ou. ouais, c'est ça. Ah Je ouais. pense que ça doit être ça, ouais. Donc si vous sentez une âme de sorceleur, Ouais, vous pouvez prendre votre téléphone et aller du monstre. chasser du monstre, ouais. C'est quand même drôle. Alors, il y a eu aussi alors une date pour la sortie du film. Donc, c'est un film, un spin-off de la série. Euh, donc, c'est un film animé qui suivra la jeunesse de Vézimir, hein, donc Vézimir, le mentor de Geralt. Et donc, ça sort le 23 août sur Netflix. Et donc, on en parlera sûrement dans le prochain épisode du podcast.
Et enfin, dernière news, mais pas des moindres, c'est on a enfin la date de sortie et un trailer également de la saison 2 de la série. Et donc ça sortira le 17 décembre. Et bah, les premières images qu'on a eues sont assez rassurantes, je trouve. Ils ont l'air d'avoir augmenté un petit peu le budget, ce qui fera sans doute pas de mal à la série, puisque c'est un petit peu le manque hein, qu'il y avait sur la saison 1 qui était un petit peu pas forcément très très bien produite par certains endroits. On se souvient d'un dragon qui était pas très joli. Voilà. Et donc, on passe enfin à un gros morceau des actus séries. On va parler de Loki, qui s'est terminé la semaine dernière, je crois. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Donc, alors j'allais dire mini-série, mais non, en fait, puisqu'il y aura une saison 2 qui a été annoncée bah, là à la fin du dernier épisode. Donc Loki, série, enfin une saison de 6 épisodes de un peu moins d'une heure, donc ça se regarde plutôt bien. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, j'ai beaucoup aimé, là. Bah, moi, j'ai trouvé ça sympa. J'ai trouvé que ça a changé du classique du MCU. Ça m'a fait un peu comme WandaVision. Ils tentent de nouvelles choses, même si le fait que là, Loki, ça se rattache surtout à la fin très fort au MCU, ça donne du renouveau à la chose, quoi. Ouais, bah c'est vrai, hein, moi j'ai beaucoup aimé aussi. Alors on en parlait dans le dernier podcast, hein, et du coup, bah merci à nos camarades qui m'ont un peu chauffé pour regarder. Effectivement, c'était vachement bien. J'en profite pour faire un bisou à mon pote Rami, avec qui on sera jamais d'accord sur le MCU, hein, mais c'est pas grave, on s'aime quand même. En fait, bah, je trouve que dans cette série, il y a un peu tout ce qui manque bah, dans les films de d'habitude, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des vraies parties, des vraies parties pris visuelles. La série est très très belle à regarder. Il y a vraiment des choix de couleurs et des compositions des plans qui sont. Ah bah la photographie, elle est incroyable, hein. Ouais, voilà, c'est ça, hein, c'est Enfin, ça. disons que ça change incroyable pour le MCU, incroyable sur la moyenne des films, je sais pas, mais pour le MCU, c'est fou quand même. Ouais, voilà, on est d'accord, hein. Voilà. Au niveau du scénario, pareil, bah, c'est assez. Bon, je pense qu'on peut spoiler, hein. Je pense que tout le monde l'aura vu, Oui. mais Bon bah spoil, attention. voilà. C'est- c'était assez surprenant. Et en fait, ce qui change par rapport au film, je trouve, c'est que la série arrive à poser des enjeux et à les respecter tout du long. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de blagues qui vont venir décrédibiliser ce qui se passe à Oui, l'écran, quoi. oui, et Et il y a quand même de l'humour, et en fait l'humour est bien dosé, c'est juste que ça sert pas juste pour la blague comme ça désamorce pas tout. voilà. Et typiquement, bah, par rapport à Endgame, hein, vu que c'était le dernier vraiment gros projet du MCU, je trouvais que Endgame passait complètement à côté de son sujet. Parce qu'on avait 10 premières minutes qui étaient assez graves sur les conséquences du claquement de doigts de Thanos. Après, il y a de l'humour Et tout le film, puis ouais, voilà, c'est ça. Et c'est une fois que ça, parce qu'au début, tu vois que tout le monde est comme, tu vois les conséquences, par exemple, c'est que c'est dur pour les héros comme Captain America, Thor, puis c'est vraiment dur, mais après, tout le film, t'as comme de l'humour, fait que ça comme décrédibilise un peu, je trouve, les conséquences qu'on nous a montrées au début, là. ouais, et typiquement un truc enfin, qui pour moi était ultra grave, c'est qu'on a Thor typiquement qui fait une dépression. Donc pourquoi pas, hein, enfin, on peut traiter ça vraiment bien. C'est juste que on le retrouve en mode comment dire Lebowski en train de jouer à Fortnite quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. Euh, Bedonnant à boire Non, de la mais ça, bière. Puis, ça limite, c'est pas ça qui m'a le plus dérangé, c'est surtout que sa dépression, elle est quand même réglée en une scène et un fondu au noir. ouais, 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 bah ouais. Donc ouais, c'était assez décevant de ce côté-là. Et Loki à l'inverse, je trouve bah ça arrive à poser les personnages, à les étudier et à vraiment les développer, quoi. Tout le parcours de Loki dans la série, là, il est très bien raconté et il est très émouvant. Enfin,
Oui, et je trouve qu'ils n'ont pas trop fait l'erreur, même si certains ont un peu de mal, c'est qu'ils ont bien repris le Loki du premier Avenger et pas le Loki qui se sacrifie à la fin de... De Non, Ragnarok. au début, pardon, de Endgame. Euh, Ils ont fait attention quand même à quel moment il le prenait dans son développement de personnage. Oui, exactement, ouais. C'est vrai. Et pour autant, il est très bien redéveloppé derrière. Alors, on pourra dire oui, ça redevient le Loki un peu de MCU après du coup, le premier Avengers. C'est un peu vrai, mais en même temps, il est vraiment creusé, en fait. Et c'est vraiment bien. Enfin, tout le truc, notamment sa relation avec Sylvie, c'était vraiment bien fait, quoi. Mais je Bah, trouve sa que relation avec Sylvie et celle avec Mobius, c'était très bien aussi. Ouais, c'est vrai, ouais. je trouve Ouais. qu'il a vraiment bien évolué durant tout le long de la série parce qu'au début, tu sais, il veut son plan, c'est quand il apprend l'existence du TVA puis des gardiens du temps, puis que c'est comme le pouvoir suprême, on va dire, il veut prendre le contrôle des gardiens du temps et du TVA là, pour avoir le pouvoir. Puis à la fin, finalement, avec ce qui s'est passé dans le dernier épisode, tu sais, il apprend un peu les conséquences que tout ça peut avoir sur l'univers. Puis finalement, le pouvoir, ça l'intéresse plus, mais tu vois qu'il veut plus le bien de l'univers parce que tout ça peut avoir des conséquences très graves. Puis il veut pas juste le pouvoir. Fait que je trouve qu'il a très bien évolué. Puis les événements qu'il a vécu dans la série l'ont vraiment changé, là. Fait que j'ai vraiment trouvé ça bien de ce côté-là, là. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a un bon équilibre entre, comment dire, entre le scénario et les enjeux un peu cosmiques qui sont posés. Oui, le Et scénario de la série et le scénario global du MCU, les choses comme ça, ouais, c'est ça. Et du ça coup, reste bien équilibré. ouais, et l'histoire avance parce que les personnages avancent aussi humainement, tu vois. Enfin, Oui, c'est le scénario évolue parce que les personnages évoluent et pas les personnages se font balader pour le scénario. voilà, c'est ça, exactement. Et c'est un peu ce qu'on peut reprocher par moment à MCU, qui est pas forcément cohérent. Enfin, même si globalement ça va, mais il y a des moments où c'est pas cohérent d'un film à l'autre, quoi. Par exemple, entre Iron Man 3 et Avengers 2 qui est arrivé juste après, le développement de Iron Man, il a été complètement effacé, en fait. En même temps, c'est adapté de comics, hein. La cohérence et les comics, c'est compliqué. Ouais, ça dépend après. Aussi, moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que après Endgame, très honnêtement, mon intérêt pour le MCU a comme baissé, là. Parce que la plupart des héros qu'on connaît, ben comme seront plus là ou vont comme prendre leur retraite. Puis on savait pas trop dans quelle direction le MCU va aller. Puis là, Bah, avec ce c'est qu'on. clair, ça fait 10 ans qu'ils teasent un film, ils le font, C'est ça. 20 Puis ans même qu'ils teasent un film, ils mais il le n'y a plus. font. C'est ça. Puis après ça, mettons, on sait pas trop où le MCU ça va aller. Puis moi, j'ai perdu un peu de l'intérêt pour ça. Puis avec la série Loki, ils introduisent un nouveau potentiel futur grand méchant de la phase 4 là, qui a l'air vraiment intéressant. Puis j'ai hâte de voir où tout ça va mener, là, dans les Ouais. futurs films du MCU aussi, parce que moi, je pense que, en fait, le personnage qui est introduit à la fin ne sera pas seulement le méchant d'un film. Je crois qu'il peut être le méchant de plusieurs films dans plusieurs films de héros différents, là, pas seulement dans un gros Avenger comme Thanos l'a été, mettons, pour Infinity War puis Endgame. Mhm. Ouais, mais je suis d'accord, hein. Moi, après Endgame, je pensais que on allait tout doucement commencer à tourner la page du MCU et que ça ferait peut-être un peu de bien au cinéma. Et en fait, Loki, là, moi, j'avoue, ça a complètement relancé mon intérêt pour ce joyeux bazar. Et c'est vrai que maintenant, j'ai hâte de voir les prochains films, quoi. Alors, pas forcément Black Widow, vu que... Ça bah, se passe avant, ouais, avant Ouais, voilà. Infinity War, là, fait que, Ouais, Par mais du contre, comme dans le coup, passé. le prochain Doctor Strange. oui, Ouais. voilà, exactement. Ouais. Et du coup, je suis très intrigué et j'ai trop envie de voir ce qu'ils vont faire. Et est-ce que les séries, du coup, vont pas un petit peu réussir à paver la voie pour des films qui prendraient un peu plus de risques, aussi bien enfin, surtout dans la manière de faire, quoi. Donc, réussir à mieux raconter ce qu'ils ont à raconter et avoir des parties pris visuelles un peu plus intéressantes, quoi. Mais tu veux dire prise de risque ou aussi dans le sens où c'est comme les univers alternatifs, puis tout ça, les adeptes de comics, ça fait longtemps qu'ils connaissent ça, mais tu sais, au grand écran, mettons, ça n'a jamais vraiment été tu sais, mis au grand écran parce que les gens veulent que. J'imagine que Marvel veut quand même que les films restent assez grand public puis que tout le monde puisse apprécier sans trop se casser la tête.
Alors que comme Thanos, avant, c'était un grand méchant des comics, puis tout le monde qui lisait les comics, ça faisait longtemps qu'ils connaissaient Thanos, le Garde Infini, puis tout ça. Puis là, maintenant, Thanos, avec Infinity War, ben, tu sais, c'est devenu, ça fait partie de la culture populaire, puis tout le monde maintenant connaît Thanos, puis ça va peut-être être ça avec le futur du MCU aussi, où maintenant tout le monde va connaître les univers alternatifs, puis on va peut-être voir des versions alternatives de héros aussi qu'on a déjà vu. Par exemple, on va peut-être voir une version alternative de Captain America ou d'Iron Man, je sais pas, dans les Bah, futurs déjà, films. il parle au niveau de Spider-Man de faire revenir des univers alternatifs qui sont déjà apparus au Yeah. cinéma. Ouais, mais c'est. Donc, de Spider-Man et The Amazing Spider-Man. Mais Ok. après, je sais Ouais, pas comment Ouais. ça va se goupiller. C'est plutôt Ouais. des annonces en ce moment. ouais, c'est surtout des grosses rumeurs. Ouais, c'est assez bizarre ce qui se passe autour de ce Spider-Man là, justement. Ouais. Alors, ouais, il y a des acteurs des anciens films qui ont été annoncés, je crois. C'est ça. Alors, je sais plus comment il s'appelle, celui qui jouait Octopus dans les films de Sam Raimi. Oh, non, je Euh, sais pas non plus. Mais... il me semble qu'il a été confirmé au casting du nouveau Spider-Man. Donc, Ok, fait que. voilà. Donc, bah, du coup, grosse affaire à suivre, je pense, Oui, malgré. sur Loki et Oui. le MCU en général. Oui, puis quand tu vois le nombre de projets qui a été annoncé, puis le nombre de films, de séries et tout ça qui vont sortir dans la phase 4, là, je trouve ça assez impressionnant quand même, là. Tout ce qui est prévu pour les prochaines années, là. Fait que, Ouais. on va Je avoir me beaucoup. dis juste que ça va être plus compliqué à suivre parce que Ouais, suivre et les séries et les films, c'est une autre paire de manches que de suivre juste des films. c'est vrai. Ouais, bah, faut qu'ils arrivent à faire en sorte que si t'as pas forcément le temps de suivre les séries, que tu puisses suivre quand même les films, quoi, sinon ça va être ingérable. C'est ça. Ouais. En tout cas, bah, sacré. Alors, pour la phase 4, bah, on sera fixé quand les films commenceront vraiment à arriver. Mais c'est quand même un sacré double tour de force qui arrive là de la part du MCU parce que d'une part, bah, relancer l'intérêt des gens après Endgame, bah, c'était pas forcément gagné. Et ça, j'ai l'impression que c'est en bonne voie. Et le second tour de force, c'est bah, après avoir réussi à faire une saga de comics portée à l'écran, qui était du coup bah, la saga de l'Infinité, réussir à faire ça de nouveau, mais en introduisant le multiverse, c'est balèze quand même. C'est vraiment Ouais. balèze. Ouais. Pendant que DC Comics ne fait rien du tout. Voilà, Ils sont un peu en retard, ils ont eu du mal et puis ils n'ont pas le même mode de fonctionnement non plus. mais non seulement ils sont en retard, mais en plus ils ont complètement abandonné quoi. Enfin, Oui, ils avaient les clés pour lancer un truc qui aurait été différent de Marvel. Ils ont bousillé le bazar, ils ont un peu tout laissé tomber, et là, bon, c'est des rumeurs, hein, mais ils vont plus ou moins rebooter partiellement leur timeline avec le film Flash, quoi. Enfin, Genre un Flash in Crisis ou je sais pas quoi, là. ouais, apparemment, ça va. En gros, c'est le Batman de Tim Burton qui va rejoindre la timeline officielle du DC Universe, tandis que Batman v Superman et Justice League seront effacés. Ok, Et donc, il y aura. tout ça va être un joyeux bordel, j'ai l'impression. Ouais, ouais, moi ça m'intrigue complètement parce alors on va que. pas être rendu entre Marvel et son multivers et DC et ses Flashpoints, on n'est pas sorti. Ouais, non, c'est Ouais. vrai. Après, les spectateurs sont pas idiots, ils arriveront à suivre. Oui, mais c'est quand même pas évident pour quelqu'un qui s'y connaît pas trop. Ouais, c'est sûr. Après, pour un public qui est de plus en plus habitué justement à tous ces délires-là, je pense que ça ira. Ouais. Puis je pense qu'il y aura assez de gens justement qui seront à même d'expliquer aux novices le pourquoi du comment, hein. Mais tu sais, si tu as déjà vu la série Flash, je pense que tu vas comprendre un peu là, avec les délires, parce que dans la série Flash, ben, dans le Arrowverse, on va dire, là, les séries d'ici comme Supergirl, Arrow, Flash, tu as déjà des délires de voyage dans le temps, puis d'univers alternatif, de multivers et tout ça. Là, fait que, Oui, c'est vrai, ouais. Ouais. Ouais, quelque part, les séries du Arrowverse là, ont réussi à faire en série ce que le DCU n'a pas réussi à faire en film, quoi. puis moi, ça fait longtemps, j'étais jeune quand j'ai regardé, mais j'avais bien aimé la plupart des séries du DC Universe. Là. Fait que, Bah, au début, c'était pas mal. l'Arrowverse. Ouais, c'est Moi, ça, ouais, au début, ouais, je suis d'accord avec ça. ouais, moi, je t'avoue que j'ai assez vite quitté le navire, hein.
Ça fait longtemps que j'ai pas regardé non plus, mais j'avais bien aimé au début le début de Flash puis les débuts d'Arrow, là. Fait que... Ouais, bah, c'est un peu parti en sucette après. OK. Et pareil, les budgets, je sais pas si c'est foutu, mais quand on voit des images des dernières saisons de Flash, là, c'est ridicule, hein. Faut pas avoir peur, hein. Ouais, non, OK. Ok. Bon, bah, c'est bien pour. Je pense qu'on a fait le tour pour la partie actu. 誰もが逆らえずに潜っていくその目を灯火より輝かせて目指す先は深くまっすぐに迷い込む口開けた奈落の罠真実の On va donc passer à la partie chronique. Là, c'est Irizy qui va commencer avec la mort du temple de Hervé Gagnon. En effet, la mort du temple. Donc, un, c'est un roman qui se lit en 2 tomes. Donc, c'est des petits pavés, mais on va dire qu'en fantasy, on a l'habitude. Donc oui, en 2 tomes, donc c'est assez court. Et c'est un mélange de policier et d'ésotérique. Hervé Gagnon en fait beaucoup du comme ça, et franchement, c'est très intéressant. Et donc, nous allons suivre Hugues de Malmort, qui est un sergent dans l'ordre des Templiers. Et nous allons donc vivre avec lui les derniers jours des Templiers, après que le roi Philippe le Bel ait décidé de faire arrêter les Templiers pour récupérer toutes leurs richesses. Et donc, ça va un peu exploiter toute la légende qui est autour du trésor des Templiers, ce genre de choses. Donc, pour ce qui est du début de l'histoire, je vais éviter de spoiler, vu que c'est sorti l'an dernier. On va éviter. Donc, en gros, ça commence quand Hugues de Malmort est missionné pour transporter des vivres en dehors de la commanderie de Paris pour les emmener jusqu'à La Rochelle. Donc, il est avec 3 autres personnages qui sont ses amis. Et lors d'une expédition, la dernière qu'ils sont censés faire, leur convoi se fait attaquer et un des barils qu'ils transportaient est dérobé. Et on apprend très rapidement que Hugues savait que dans ce baril, il y avait une partie de l'or des Templiers que les responsables du temple cherchaient à évacuer. Et c'est en essayant de retrouver ce baril qu'il va mettre les pieds dans un complot ésotérique assez obscur, même pour lui, enfin surtout pour lui, et comment en fait sa vie va changer et comment il va résister aussi et survivre à la fin de l'ordre des Templiers, car la majorité des Templiers se sont fait torturer et exécuter à l'époque. Voilà. D'accord. Euh, Quand tu dis ésotérique, c'est ésotérique comment? Ésotérique, genre société secrète. Et en fait, quand je dis ésotérique, c'est que il y a de la magie, mais c'est très léger en fait. C'est des pouvoirs mystiques, des choses comme ça. Mais va pas y avoir tout d'un coup un gars qui balance des boules de feu au milieu de la pièce, quoi. Les gens ne font pas ça. OK, OK. Ça va plus être tout ce qui tourne autour de l'alchimie ou de ce genre de choses. D'accord. C'est intéressant, ça fait un peu genre théorie du complot franc-maçon, Ouais. Ben moi, Voilà, c'est les c'est... ça. côtés cool un peu qu'on pourrait imaginer, tu sais. Bah oui, toute la théorie autour du trésor des Templiers, qu'en fait ils l'ont caché, machin truc, bah ça c'est un peu le début de l'histoire, quoi. D'accord. ben, Ok, bah ça a l'air. moi, ça me donne très envie parce que pendant une période de ma vie, j'étais un peu passionné par les Templiers et tout ça. Puis quand j'étais comme en secondaire 5, qui équivaut à vous à la terminale, je crois, là, l'année avant de passer le bac, en fait, notre prof de français nous laissait le choix entre 2 livres, puis il y avait le tome 1 de Damné d'Hervé Gagnon. Fait que beaucoup de gars l'ont lu, puis ils ont beaucoup aimé. Puis ça parle aussi un peu c'est les croisades contre les Cathares, et ça parle un peu des Templiers aussi et tout ça. Puis
C'est un livre qui m'a énormément marqué, fait que je pense que je vais le chroniquer dans un prochain épisode. Puis notre prof a invité Hervé Gagnon parce qu'il est québécois, là. Il est historien, puis c'est un prof à l'université. Puis c'était vrai. Il nous a parlé un peu d'histoire, puis il nous a montré des instruments de torture utilisés par l'Église pendant les Inquisitions, là, pendant quasiment 1 heure, là, puis c'était vraiment chouette, là. Voilà, c'était ma petite anecdote sur Hervé Gagnon. Ah, d'accord. Ah, c'est marrant. Mais c'est cool d'avoir des profs comme ça. Je sais pas si, je sais pas si en France il y a beaucoup de profs Ouais, non, de français qui feraient c'est ça. ça. Bah, à mon avis, ça dépend beaucoup des profs de français. Ouais, j'ose espérer qu'il y en a qui soient pas autant portés sur la littérature blanche et les classiques. Bah, c'est sûr que si t'es passionné de Maupassant, c'est un peu plus dur de l'inviter. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Ouais, remarque, avec les bons, avec un Ouija ou un truc comme ça, peut-être qu'on pourrait arriver à faire quelque chose. Ouais, un peu complexe quand même en cours, hein. Mais Une petite invocation de Maupassant. tout ça pour dire que Hervé Gagnon écrit pas mal par rapport il y a plusieurs œuvres là, par rapport aux Templiers et tout ça, puis que ça m'a bien donné envie de lire La Mort du Temple un jour, là. Probablement après que je me refasse Damné parce que j'ai jamais lu la série au complet. Ouais, bon, on en reparlera sûrement. Ouais, ça peut être intéressant. Ok, ok. Ah bah du coup, c'est à mon tour. Moi, bah, aujourd'hui, je vais parler de Fondation, la saga cultissime d'Isaac Asimov, qu'on ne présente plus. Alors, le cycle de Fondation, c'est 5 volumes plus 2 tomes préquels. Alors moi, pour l'instant, j'ai lu que la saga principale dont je vais parler aujourd'hui. Et les préquels, bah, je vais les lire bientôt, là, probablement enfin, au mois d'août, en fait. Les 3 premiers tomes de la saga principale, c'est des recueils de nouvelles. Et les 2 tomes suivants, c'est des romans. Voilà. Et donc, de quoi ça parle, Fondation? Alors, pour expliquer l'histoire, il faut en fait raconter la première nouvelle. Alors, je vais pas tout raconter, seulement les éléments essentiels, hein. Je vais pas spolier ce qui s'y passe en détail. Alors, en fait, nous sommes 22 000 ans dans le futur, et depuis 13 siècles, l'Empire galactique règne sans partage sur la Voie lactée. Donc, il règne depuis Trantor, qui est une planète-ville qui est la capitale de l'Empire. Donc, c'est une planète qui est entièrement recouverte de métal. C'est ouais, une mégalopole en fait qui s'étend sur toute la planète. Alors, on rencontre assez vite Harry Seldon, qui est le concepteur de la psychohistoire. La psychohistoire, c'est une science qui a une sorte de croisement entre les sciences sociales, la psychologie et les mathématiques, et qui est capable de prédire l'histoire avec un grand H sous 2 axiomes. Le premier, c'est que la société étudiée doit être composée de beaucoup d'individus, euh, et ces individus ne doivent pas connaître les prédictions du modèle pour que le modèle fonctionne. Voilà. C'est-à-dire qu'on a là quelque chose qui s'approche des statistiques et des probabilités sur des grands nombres, pas quelque chose qui est capable de prédire le futur d'un individu en particulier. Ça prédit vraiment que les mouvements des sociétés à l'échelle de l'Empire, quoi. Et donc, ce cher Seldon, qu'est-ce qu'il a prédit avec la psychohistoire? Eh bien, ni plus ni moins que la chute de l'Empire galactique. Et que cette chute sera suivie de 30 000 ans de barbarie, avant qu'un nouvel empire puisse naître des cendres de l'ancien. Bon, bah, c'est pas très joyeux. Alors évidemment, l'Empire, bah, il n'est pas super content d'apprendre ça, et Seldon se fait arrêter. Il propose à l'Empire d'au moins lancer un projet de sauvegarde des connaissances humaines, seul moyen, d'après les prédictions de la psychohistoire, de réduire à seulement 1 000 ans la durée avant laquelle apparaîtra le Second Empire. Ce projet bah, du coup, d'encyclopédie géante, il sera assuré par la Fondation. Voilà, c'est le titre. Et donc, cette fondation, elle va s'installer dans un coin paumé de la galaxie, sur une planète qui s'appelle Terminus. Et donc, après ça, les nouvelles, elles vont nous embarquer dans un voyage à travers les époques et nous raconter bah, des points clés de l'histoire de la galaxie sur cette période de 1 000 ans. Alors, ce qui frappe dans ces nouvelles, c'est la place des différents protagonistes. On ne suit pas des personnages complexes comme on en a de plus en plus l'habitude aujourd'hui,
mais des témoins de morceaux d'histoire, encore une fois avec un grand H. Alors, comme dit, la psychohistoire, elle étudie les sociétés et pas les individus. Donc, on n'aura pas des personnages au destin incroyable, ils ont seulement un impact qui est relativement limité sur les événements. Donc, Fondation, au-delà d'être un space opéra, c'est avant tout une réflexion sur les rouages de notre propre histoire et une sorte de relecture de la chute de l'Empire romain, par exemple. On va nous parler de religion, de commerce, de science, de guerre, évidemment, et de leur impact sur les sociétés et les dynamiques qu'elles vont créer entre les différents peuples et les différentes planètes. Alors, vous l'aurez peut-être remarqué, pour l'instant, je parle que des nouvelles et pas des romans qui sont à part, et j'y reviendrai un petit peu après. D'abord, je tiens à souligner la petite appréhension que j'avais avant de commencer à lire Fondation. C'est un pur classique de la SF et une œuvre qui est vraiment immense et tellement reconnue qu'elle peut en paraître un petit peu intimidante. Je me disais, et si je n'aime pas? Et si c'est trop compliqué pour moi? Bon, au final, c'est que de la lecture, donc faut pas avoir peur, hein. Je me suis lancé et j'ai adoré, tout simplement. C'est une immense claque. Asimov, il a une formation scientifique et ça se sent. Les concepts scientifiques qui sont invoqués sont soit parfaitement crédibles pour ceux qui sont inventés ou utilisés à très bon escient pour ceux qui existent réellement. On a presque l'impression de lire de la vulgarisation scientifique parfois. Tout est empreint de rationalité et ça donne lieu parfois à des discussions et des débats entre personnages qui sont absolument passionnants où ils vont balancer comme ça des conjectures et des arguments dans tous les sens. Et c'est pas rare d'assister du coup dans ce cadre à de réelles démonstrations au sens mathématique du terme, où il y aura des personnages qui vont essayer de prouver leur hypothèse, quoi. En fait, il se trouve que j'ai moi-même une formation scientifique avancée, et donc en fait, je connais du coup les rouages de la recherche. Et donc, je peux vous dire que pour une fois, j'étais content de voir la science et la recherche traitées de manière crédible et réaliste. On est loin d'un Bruce Banner dans le MCU qui possède 7 doctorats. Je vous assure que c'est n'importe quoi et qu'il n'y a aucune université qui accepterait ça et qu'il n'y aurait non plus personne qui accepterait ça vu la paye qu'on se tape quand on est doctorant, hein, voilà. Mais bref. Donc on va dire que j'étais clairement le public cible et ça m'a énormément satisfait d'un point de vue intellectuel. Ce sentiment, il est renforcé par le style d'écriture et le comportement des personnages. C'est-à-dire que tout est très factuel, un petit peu presque empoulé, quoi. On se représente très bien des gens intelligents, posés et propres sur eux. C'est un peu la classe qu'on se rappelle des années 50, un peu, vraiment, le côté un peu costard-cravate, très posé, limite la pipe sur le côté, tu vois. Voilà. Alors, comme dit, tout ça, c'est pour les nouvelles. Qu'en est-il des deux romans? Eh ben, ils appliquent la même formule, mais le tout est tiré sur 2 tomes. L'histoire globale, elle en prend presque un coup d'arrêt, parce qu'on va suivre les mêmes personnages tout du long, donc sur les 2 tomes, quoi, dans une sorte de jeu de pistes à travers la galaxie. Alors, si le tome 4, donc le premier roman, m'a à peu près aussi plu que les précédents, le tome 5, ça a été une déception relativement au coup de cœur que j'ai eu pour les 3 premiers. Alors, c'est pas mauvais, mais c'est un peu décousu, comme si Asimov avait collé ensemble des idées de nouvelles. En fait, on va aller de planète en planète pour découvrir un nouvel indice et un nouveau danger, comme dans une série au format épisodique. Alors, c'est pas totalement dépourvu d'intérêt. Ce qui se passe sur chaque planète est plus ou moins intéressant. Mais pour un roman, c'est pas forcément la meilleure structure qu'on pourrait avoir. Alors, on a aussi des personnages qui ne font que se répéter, à tel point que cela en devient extrêmement lassant. Ceux qui connaissent se souviendront sans doute des disputes à répétition entre Joie et Trévise. Trévise qui, notamment, a un comportement qui est de plus en plus exécrable tout au long du tome 5. Donc, c'est vraiment pénible par moment, quoi. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces 2 romans, c'est des romans de commande et qui ont été écrits plus de 20 ans après les nouvelles, à la demande d'un éditeur. Donc du coup, il y avait une contrainte en nombre de mots, etc.
Donc on comprend que Asimov il est perdu un petit peu le fil avec l'histoire qu'il racontait précédemment. Et en plus, il est sur un format qui est assez différent, quoi. Voilà. Donc en tout cas, si vous devez lire Fondation, concentrez-vous d'abord sur les trois premiers. Et ensuite, si vous voulez continuer sur les tomes 4 et 5, bah, faut être prévenu que c'est quand même un cran en dessous, voire plusieurs crans pour le tome 5. Et donc, pour finir, on va parler de la série qui arrive le 24 septembre sur Apple TV. On a déjà eu deux trailers qui mettent absolument l'eau à la bouche, tant en termes de visuel qu'en termes d'ambiance. Au casting, on retrouve Lee Pace, qui est un grand habitué des grosses productions, puisqu'on l'a déjà vu dans Twilight, Le Hobbit ou le MCU. Donc, il jouera le rôle de l'empereur dans Fondation. Mais on a surtout l'immense Jared Harris, qui tenait le rôle principal dans l'incroyable série Tchernobyl, et qu'on a aussi vu dans The Expanse ou Mad Men. Et donc, bah, Jared Harris, il va jouer Harry Seldon. Et donc, pour quiconque a vu Tchernobyl et les quelques extraits qu'on a eus dans les bandes annonces, bah, c'est juste une évidence. Et Jared Harris, il est absolument parfait dans ce rôle. Au niveau du récit, ça a l'air de s'éloigner pas mal du premier tome et de beaucoup plus mettre l'accent sur Seldon et bah, ce qui s'est passé du coup à son époque. Alors peut-être que certains des éléments qu'on devine des bandes annonces proviennent des préquels. Ça, je peux pas encore le dire vu que bah, je les ai pas lus. En tout cas, ça a l'air vraiment bien produit. Apple a vraiment balancé le fric qu'il fallait. Donc on va se retrouver avec quelque chose. On est sûr de ne pas avoir quelque chose qui serait un peu cheapos, comme pouvait l'être la première saison de The Witcher, par exemple. Donc voilà, grosse hype. En plus, ça arrive bientôt. C'est prévu pour bah, le 24 septembre. Ce qui fait qu'on aura bah, Fondation et Dune à quelques jours d'intervalle. Donc, Oh, vraiment, quel- belle époque pour les fans de SF. Donc, d'ailleurs, j'y pense, il y aura aussi. Franchement, les 6 mois qui vont venir là pour les fans de fantasy et de SF, c'est le gros bingo, hein, parce qu'entre Fondation et Dune en septembre, La Roue du Temps en novembre et The Witcher en décembre, c'est c'est incroyable, c'est trop bien. Voilà. Donc évidemment, on couvrira tout ça dans le podcast. Voilà, c'est tout pour moi. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques, peut-être des questions, je sais pas. Bah moi, franchement, ça a l'air super intéressant. J'ai pas franchement envie de me lancer dans Fondation tout de suite, mais la série a l'air pas mal. Et effectivement, quand j'ai vu les trailers, ça en jette très clairement. Ah oui, ça en jette, hein, ça c'est Moi, je clair, pense hein. que Moi, je pense que je ne lirai pas. Ça m'a donné envie, mais je ne crois pas me lancer dans les livres non plus, là. Parce que j'ai déjà essayé de lire du Asimov avec le cycle des robots, là. Puis j'ai lu une nouvelle, puis ben, une nouvelle et demie, mais je sais pas, je trouvais ça un peu pousser les concepts. Tout ça. Puis souvent, mettons, il parlait de technologie dans son univers alors qu'il n'y a rien qui a été comme introduit avant ou des choses comme ça, là. Fait que ça m'a pas donné rien envie de lire du Asimov. Mais je pense que je vais regarder la série, là, pour vrai. Ouais, bah, je pense que ça sera Que ce soit vraiment bien, là. ouais, je pense que ça sera une bonne porte d'entrée. Et effectivement, hein, ce que tu dis par rapport au concept scientifique, il y a. Alors du coup, moi, j'ai pas senti de problème parce que les concepts scientifiques, je les connais pour ceux qui existent vraiment. Ok, ouais, Donc ouais, moi, j'ai pu m'accrocher à ça. C'est vrai que pour ok. quelqu'un qui a fait une formation peut-être plus littéraire, ça peut être un peu plus compliqué de rentrer dedans. Faut faire attention à ça, je pense. J'allais dire, même avec une formation scientifique, si on n'a pas la bonne formation scientifique, on est paumé quand même. Ouais, c'est sûr, vaut mieux avoir une formation un peu en physique que. Ouais, Ouais, c'est sûr. mais c'est ça, mais moi, il parlait plus comme de, par exemple, c'était pas par rapport à la recherche puis tout ça, comme dans Fondation, mais c'était plus, mettons, il parlait de la technologie des robots, mettons, dans ses nouvelles ou des choses comme ça, puis c'est pas trop d'où ça, tu sais, c'est pas vraiment expliqué, puis tu sors des termes un peu compliqués, puis quand tu connais pas vraiment la technologie ou ces choses-là, t'es un peu paumé, là, c'est plus dans ce sens-là que je voulais dire. D'accord. Ouais. Bah, après, moi, du coup, bah, la fondation, moi, ça a beaucoup éveillé ma curiosité et je vais aller lire les robots dans les mois qui viennent, je pense.
Ça m'a donné envie. Surtout que Fondation, ça raccroche les wagons avec les robots. En fait, c'est un seul Oh. et même univers. OK, fait que c'est dans l'Empire aussi que ça se passe, les robots. Alors, pas... Non, OK. mais ça... Alors, c'est plutôt dans les romans, en fait, dans les tomes 4 et 5. Ça, ouais, ça raccroche les wagons avec les robots. Alors, je ne dirais pas comment, parce que c'est un peu des twists de l'histoire, mais je laisserai découvrir du coup. Ok, bah, du coup, on va passer à la dernière chronique, qui est celle de Captain Vestry, qui va nous parler de Made in Abyss. Oui, c'est ça. Moi, je vais vous parler d'un manga aujourd'hui. Puis, je vais vous présenter c'est un de mes mangas préférés. C'est pour ça que j'en parle. Puis, c'est une œuvre qui me tient énormément à cœur. Puis, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que je souhaite la faire découvrir au plus de gens possible. Parce que dans la communauté francophone, j'entends pas beaucoup de gens en parler. Alors que ça a l'air quand même connu parce qu'il y a quand même eu 3 films qui sont sortis. Puis il va y avoir un jeu vidéo qui va sortir en 2022. Puis j'ai vu aussi passer récemment je ne sais pas si ça va être une série ou un film, mais il y a une adaptation live qui est en préparation, là. Mais moi, j'ai un peu peur parce que on connaît ce que ça donne les adaptations live de manga en général, là. C'est pas très bien, de manière C'est le générale. moins qu'on puisse C'est dire. ça. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est ça. Puis, mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui, mais je vais vraiment vous présenter le manga et l'anime. Puis justement, j'ai découvert Made in Abyss vers la fin de 2017 parce que l'anime est sorti cette année-là. Puis c'est un YouTuber manga qui fait des vidéos sur les animés de saison. Puis dans sa vidéo, il expliquait pourquoi, selon lui, c'était le meilleur animé de 2017. Fait que sa vidéo m'a donné envie de le regarder. Je me suis dit, à la base, ça avait l'air sympa, mais tu sais, je pensais pas que ça allait devenir un de mes mangas favoris, puis que ça allait me marquer comme ça. Fait que je vais d'abord vous présenter le synopsis. Évidemment, je vais vous spoiler un peu durant ma chronique, mais je vais essayer de ne pas vous dévoiler les moments qui vont vous faire tomber de votre chaise, là, parce que j'aimerais que vous viviez la même expérience que moi lors de mon premier visionnage de l'anime. On suit Rico, qui est une orpheline qui vit dans la ville d'Ors. Cette ville-là s'est développée autour d'un immense trou que les habitants appellent l'Abysse. En parlant de l'Abysse, on comprend un peu le titre du manga. Puis dans l'Abysse, on trouve des reliques rares qui sont vendues à l'étranger, puis ça fait un peu la fortune de la ville. C'est ça, ça pousse les gens à aller explorer l'Abysse, puis à y aller toujours plus profondément, parce que l'Abysse, c'est mystérieux, puis on sait pas vraiment, on connaît pas vraiment grand-chose sur l'Abysse, puis plus on explore, plus on en découvre, puis on découvre des reliques toujours plus précieuses qui valent plus cher, puis des artefacts mettons, qui ont certaines caractéristiques qui sont utiles pour la société ou des choses comme ça. Puis on appelle les gens qui descendent dans l'abysse pour l'explorer des caverniers. Puis Rico, le personnage principal, c'est un sifflet rouge, un cavernier débutant parce que les grades sont faits avec des couleurs de sifflet dans le fond. Puis elle souhaite devenir un sifflet blanc comme sa mère, Lisa l'exterminatrice, qui a fait son dernier plongeon dans l'abysse il y a 10 ans. Puis les sifflets blancs sont très peu nombreux, puis sont considérés comme c'est le plus haut grade, ils sont considérés vraiment comme des légendes par la société, parce que tout le monde les admire énormément. C'est eux qui ont fait le plus de grosses découvertes, puis c'est ça, les gens les admirent genre vraiment beaucoup, là, puis ils sont considérés comme des légendes, puis on le ressent vraiment dans l'anime, là. Quand ils parlent des sifflets blancs, c'est quasiment comme, je sais pas, comme si tu parles de Goldie Roger dans One Piece, par exemple, là, à ce point-là. Puis un jour, alors qu'Irico est en exploration dans les 100 premiers mètres du premier niveau de l'abysse, Rico découvre un robot qui semble provenir du fond de l'abysse. Il se réveille, puis il n'a aucun souvenir, puis elle appelle l'aigu et elle l'amène avec lui dans l'orphelinat. Puis peu de temps après, il y a un cavernier qui remonte de son exploration de l'abysse, puis qui remonte le sifflet de Lisa, la mère de Rico. Puis il remonte une lettre aussi de Lisa. Puis dans la lettre, ben, on retrouve un croquis d'un être qui ressemble un peu à l'aigu. Puis il y a un message, dans le fond, Rico interprète ça personnellement, puis elle pense que c'est pour elle. Puis le message, c'est dans les tréfonds, je t'attends. Fait que les gens disent que quand il y a juste le sifflet du cavernier qui remonte de l'abysse, ben, on considère le cavernier comme mort, mais Rico est convaincu que sa mère est encore en vie. Puis elle décide d'aller dans l'abysse, descendre dans l'abysse avec l'aigu pour découvrir un peu d'où que l'aigu vient, comment il a été créé, puis retrouver ses souvenirs. Puis elle veut descendre dans le fond aussi pour aller voir sa mère parce qu'elle pense qu'elle l'attend. Ça fait que l'histoire, en gros, c'est ça. Puis on va suivre
justement le périple de Légu et de Rico vers les profondeurs de l'abysse. Puis c'est ça, moi je vais vous expliquer maintenant pourquoi c'est génial puis pourquoi vous devez le regarder, là. Je trouve le manga et l'anime vraiment exceptionnel parce que premièrement, l'univers est très très immersif. Sa mythologie est vraiment crédible. Dans le fond, j'ai quasiment l'impression que l'abysse, ça pourrait être un lieu qui existe dans le monde réel. Puis on se surprend aussi à vouloir découvrir les secrets puis les mystères de l'abysse. Puis pour vous expliquer un peu comment l'abysse fonctionne, le gouffre est divisé en plusieurs niveaux. Puis chaque niveau possède son propre environnement, sa faune, sa flore, ce qui fait que chaque fois que Rico et l'aigu descendent d'un niveau, tu sais, on est vraiment captivé par l'exploration de l'abysse. Puis l'animé, genre, retransmet bien ce sentiment-là parce que l'animé est vraiment très, très beau, là, fait que c'est vraiment le fun. Puis à chaque niveau, tu sais, il y a des menaces encore plus dangereuses que les protagonistes doivent affronter. Puis il y a beaucoup d'inconnus parce que tout ce qu'on connaît de l'abysse, c'est ce que la plupart des informations qu'on connaît sur l'abysse, c'est ce que les sifflets blancs ont décrit aux gens de la surface, là. Puis, je m'en mêle un peu les pinceaux, mais c'est ça, ouais, c'est ça. Les protagonistes doivent affronter des menaces plus dangereuses à chaque niveau. Puis l'auteur a même dessiné une carte vraiment détaillée de l'abysse avec les différents niveaux. Puis qui est vraiment très, très belle. Je l'ai envoyé sur le Discord juste pour vous montrer parce que puis je trouve que ça renforce vraiment l'immersion. Puis aussi, on s'attache vraiment genre à tous les personnages parce que je trouve qu'ils sont quand même loin des clichés habituels de personnages de shonen. Puis justement, le duo de protagonistes, Rico et le robot Légu, ben, je trouve qu'ils se complètent vraiment bien parce qu'ils compensent vraiment les faiblesses de l'un et l'autre. Par exemple, Rico a beaucoup de triples, mais elle n'a pas beaucoup de capacité physique, fait qu'elle ne peut pas faire tout ce qu'elle veut. Alors que Légu, c'est le contraire. C'est un robot, fait qu'il est quand même physiquement, genre, il peut faire un peu tout ce qu'il veut, mais il manque d'écran, puis il panique beaucoup plus facilement face à des situations inconnues ou des situations difficiles. Un autre point positif du manga, c'est que c'est l'univers graphique du manga et de l'anime. Je n'ai jamais vu un manga dessiné comme ça, dans le fond. Parce que normalement, les dessins d'un manga, c'est noir. C'est dessiné en noir, puis les dessins, comme il n'y a pas de coloriage à l'intérieur, puis les formes, tout est blanc. Mais comme dans Made in Abyss, c'est comme, je sais pas comment l'expliquer, ça a été comme, on dirait que ça a été peinturé ou colorié, puis c'est comme gris pâle. Puis les décors sont gris aussi, puis c'est vraiment beau. On dirait comme quasiment que c'est de la peinture. Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant quand j'ai lu quelques tomes du manga. Puis le découpage est vraiment genre différent. Les tomes sont plus gros un peu, puis le découpage est vraiment différent d'un manga classique. Puis par contre, de temps en temps, ça fait que la genre ben, je sais pas si c'est de la peinture, mais de la façon que le manga est dessiné, ça fait que l'action peut être difficilement lisible dans certains moments, mais c'est pas si gênant que ça non plus. Puis l'anime est vraiment très, très, très joli, là. Puis les OST qui sont composés par Penkin sont extraordinaires parce que j'ai pas encore vu le film qui fait suite à la saison 1, mais j'ai déjà écouté l'OST genre beaucoup trop de fois là, parce que ça fait partie de mes OST préférés de tout anime confondu. Puis si Maid Abyss m'a autant marqué aussi, c'est à cause qu'au début, on est charmé par la beauté de l'univers, puis l'esthétique des personnages est quand même très mignon. Tu sais, on découvre l'abysse, puis c'est parce qu'il y a beaucoup de créatures dangereuses dans l'abysse, mais il y a aussi t'as des moments plus de tendresse parce qu'il y a des petits animaux cute ou des choses comme ça. Puis c'est ça, on est charmé par la beauté de l'univers, puis l'esthétique très mignon des personnages et de certaines créatures. Puis plus on se rend compte qu'en fait, on observe des enfants faire face à la dure réalité de l'abysse. Parce que même des adultes qui sont très expérimentés, ben, ont peu de chances de survie dans l'abysse. Puis à part les sifflets blancs, il y a très peu de personnes qui descendent en bas du deuxième niveau de l'abysse. Puis il y a comme le but de Rico et de Légus, c'est se rendre comme au septième niveau, là, vraiment au plus profond de l'abysse. Par rapport à ça, je vais vous parler des sifflets blancs parce que, comme je vous l'ai mentionné tantôt, ils sont vraiment idolâtrés par la société. Puis ça, la mère du personnage principal est descendue dans l'abysse il y a 10 ans, puis elle n'est jamais remontée, justement. Fait que quand ils ont monté son sifflet, quand on retrouve le sifflet dans le cavernier est considéré comme mort. Puis c'est ça, en descendant dans l'abysse, les personnages principaux vont croiser d'autres sifflets blancs. Puis, comme ils sont idolâtrés et tout, on s'attend à ce que ce soit des personnages quand même très bons, genre, puis comme ils font avancer la société, ils font du progrès, on s'attend à ce que ce soit des personnages gentils, on va dire. Puis finalement, on se prend une claque parce qu'on se rend compte qu'ils sont
sont pas forcément gentils. Ils sont un peu. Sont pas nécessairement méchants non plus, mais les personnages aussi sont pas. C'est ni tout blanc ni tout noir. Tu sais, ils ont vécu des choses qui les a vraiment marqués psychologiquement. Fait que ça fait que c'est pour ça qu'ils agissent comme ça. Puis par exemple, il y a un antagoniste qui est un sifflet blanc qui a son laboratoire au 5e niveau. Puis les héros n'ont pas le choix de passer par là pour descendre au 6e niveau. Puis lui, dans le fond, il fait des expériences sur des orphelins qu'il va prendre dans les quartiers pauvres de la ville à la surface. Puis justement, il fait des expériences vraiment horribles sur ces enfants-là dans son laboratoire dans l'abysse, parce que justement, dans l'abysse, il y a une malédiction. Puis ça fait que la malédiction, en fait, c'est quand chaque fois que tu remontes d'un niveau, mettons, t'as des symptômes, ben, c'est pas bien pour ton corps, puis tu as des symptômes, comme par exemple les symptômes de la malédiction du premier niveau, c'est juste t'as mal à la tête un peu, puis t'es un petit peu étourdi. Deuxième niveau, par exemple, tu as des vomissements, ainsi de suite. Quatrième niveau, tu as des grosses hémorragies. Puis le 6e niveau, ben, généralement, tu ne peux pas remonter du 6e niveau parce que tu perds ton humanité puis la raison. Là, fait que tu ne peux pas remonter du 6e niveau. Puis justement, il va chercher des orphelins dans les quartiers pauvres de la ville. Puis il fait des expériences sur eux alors que justement, il les envoie au 6e niveau puis les fait remonter juste pour voir ce que ça fait. C'est vraiment horrible. Puis, dans le fond, alors que depuis le début, on te vend que les sifflets blancs sont vraiment genre ben, c'est ça, c'est des légendes, tout le monde les admire et tout ça. Fait que tu te rends compte que les sifflets blancs, ils peuvent, comme c'est les seuls qui descendent assez profondément dans l'abysse, ben, personne ne sait ce qu'ils font, puis ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Puis c'est ça, puis ce personnage-là est motivé parce que tu vois que l'abysse fascine beaucoup les gens. Justement, le personnage principal, elle veut se rendre au fond de l'abysse aussi parce qu'elle aime s'explorer puis elle est fascinée par ça. Mais tu vois que le personnage qui fait le sifflet blanc, qui fait ces expériences-là, ben, il y a vraiment une fascination malsaine par l'abysse, puis son désir de progrès, là, parce que lui, il pense qu'il fait que c'est bien, puis ça, c'est du progrès, en fait, de la science, là. Puis, c'est ça, puis voir, genre, justement, parce que les personnages principaux, c'est des enfants, puis voir l'innocence des enfants confrontés à ça, c'est quand même quelque chose, parce que c'est vraiment marquant. Au début, tu sais, tu dis que c'est mignon et tout ça, mais les derniers épisodes, pour vrai, j'ai revisionné une deuxième fois pour faire ma chronique. Ça faisait quelques années que je l'avais regardé. Puis j'ai trouvé, alors que je connaissais l'histoire, j'ai trouvé ça quand même très difficile à regarder, là, dans le sens que ça te procure des émotions fortes, dans le sens des grosses émotions fortes, là. Je sais pas comment l'expliquer plus, mais t'es vraiment triste puis t'as envie de pleurer à chaque épisode quasiment, là, parce qu'il se passe des choses. Tu sais, tu vis vraiment le désespoir avec les personnages, puis deux enfants qui vont survivre dans les profondeurs de l'abysse face à des gros monstres ou des scientifiques qui font n'importe quoi. Tu te demandes comment ça va, comment ils peuvent survivre à ça, puis c'est vraiment dur émotionnellement. Puis c'est ça, justement, avec la musique et tout ça, ça rend encore plus ça, ça fait vivre ces émotions-là encore plus fortes, ça les rend encore plus fortes. Puis je vous encourage fortement à lire le manga ou soit à regarder l'animé, là, peu importe son support, là, mais dans tous les cas, je vous garantis que vous ne regretterez pas l'expérience. Voilà, c'est ça qui conclut ma présentation du manga. Eh bien, merci. Ça donne très envie. Moi, j'aime bien les animés, donc je pense que je vais regarder ça Conseil. assez vite. Ouais. Alors, juste un truc, je pense qu'il faudrait qu'on prenne l'habitude de le dire quand on parle de films ou de séries ou d'animés, c'est d'indiquer si c'est disponible sur une plateforme de streaming Ah, ok. euh, pour pour que ce soit accessible pour les gens, quoi. Ok. Alors, par chez toi, je sais pas où est-ce que c'est disponible parce qu'en plus, les catalogues, c'est pas toujours les mêmes. Mais en France, je crois que c'est dispo que sur Wakanim. Oui, effectivement, d'après ce que je viens de voir, ça a l'air d'être dispo sur Ouais, Wakanim. c'est ça. Moi, c'est ça que je viens de voir aussi. Puis pour le manga, ben moi, j'ai juste acheté les tomes dans une librairie près de chez moi, là. Fait que Oui, c'est effectivement, ça. les mangas, suffit d'acheter les tomes dans la librairie la plus proche. Ouais, ça, je pense on y arrivera. Mais ouais, pour tout ce qui est série et tout, c'est bien de donner la plateforme, comme ça, c'est plus simple après. Ça donne au moins une indication sur où le trouver, quoi. Ouais. Et donc, ouais, donc bah, pour Made in Abyss, hein, c'est sur Wakanim. Ok, c'est ça. Bah, en tout cas, là, le descriptif que tu en as fait, j'en avais entendu parler vite fait, mais ça m'a bien donné envie de voir l'animé. Mais effectivement, il y a une grosse différence entre le design tout mignon que j'ai pu voir et
histoire qui a l'air beaucoup plus compliquée. Ouais, c'est ça, ben, au début, tu sais, tu te dis, l'histoire a l'air mignonne aussi au début, mais c'est plus tu avances, plus ça devient sombre, en fait. Bah, plus il s'enfonce Puis, dans c'est l'abysse, ça, plus ça ben, devient sombre, quoi. c'est ça, exactement. Puis plus il rencontre des personnages profondément qui sont marqués par l'abysse, plus c'est ça, plus les personnages sont comme, entre guillemets, malveillants, là, on va dire. Fait que, puis aussi, une autre. T'as peu. Non, non, je me suis trompé. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié. Dommage. Bah Ah, moi, j'ai une. Ah, vas-y. ah oui, j'ai trouvé. C'est dans le fond, la saison 1 de l'anime fait juste 13 épisodes. Fait que c'est pas si long à regarder. Puis le 13e épisode dure comme 40-50 minutes. Là, fait que ça se regarde très bien. Puis ensuite, D'accord. il y a deux films qui sont sortis qui, je crois, sont des récapitulatifs de la saison 1. Puis ensuite, il y a un film qui est sorti en 2020 qui est l'adaptation des tomes 4 et 5. Dans le fond, c'est la suite de la saison 1 de l'animé. Un peu comme avec Demon Slayer, puis la saison 1 et le film, là, c'est la même chose un peu. Puis il y a une saison 2 de prévue pour 2022. Ça va être les événements D'accord. après le film. Ok. Bah, moi, je pense que je vais regarder ça assez vite, ouais. Plus 13 épisodes, ça se regarde bien, Ouais, quoi. ouais, ça se regarde vite. Ok. Est-ce que il y a d'autres marques sur Made in Abyss? Non, c'est juste vite fait, tu parlais du style qui ressemble pas à un style manga, mais en termes de découpage, moi ça me faisait beaucoup penser à de la bande dessinée européenne par rapport au fait que des fois ils marquent bien les cases, mais ils s'affranchissent du fait que les cases soient rectangulaires, ils en font des arrondis, ce genre de choses. Oui, c'est ça. Et puis les tomes aussi sont un peu plus gros qu'un tome de manga classique, là. Ça a comme plus le format d'un petit bouquin, genre qu'un tome de manga qui est minuscule, là. Fait que, Mais d'ailleurs, je pensais du coup par rapport au dessin. Tu disais que ça faisait un peu plus genre niveau de. Enfin, c'était pas juste noir et blanc en fait, ça faisait plus niveau de gris là, c'est comme, c'est que ce qu'on voit plus d'habitude. gris que. Ouais, c'est ça. Je Ouais. sais pas comment l'expliquer, mais. Mais est-ce que c'est pas parce que les planches originales seraient en couleur et que du coup pour la publication ils mettent ça Ah, peut-être. Je Bah, sais pas, par après, le exemple, pour niveau de ça. gris et la couleur, ça donne pas du tout la même chose. Donc peut-être que c'est juste J'ai. volontaire qu'ils voulaient le faire au niveau de gris. Ça, par exemple, je pourrais pas du tout vous dire. je sais J'ai pas. aucune idée. Parce que j'ai vu, je pense que c'était publié sur un site web au début, là. C'est ça. Puis après, ça a comme été relié dans des tomes, là. Fait que c'est peut-être ça aussi. Je sais pas. Après là je regarde des planches de Berserk du coup et il arrive pas mal aussi à faire des trucs bien au niveau de gris. Je pense que ça doit dépendre du style Ouais, c'est ça, des des auteurs. dessinateurs. Puis ouais, c'est Ouais. ça. Mais c'est ça, c'était pour dire aussi que j'avais rarement vu ça comme style de dessin dans un. Pas l'esthétique, mettons, pas les dessins en tant que tel, mais comment c'est coloré et tout ça, j'avais rarement vu ça dans un manga, là. Ouais, bah c'est vrai que Peut-être, ça a l'air super différent. Ouais. si vous avez lu, je ne vais pas dire n'importe quoi, je suis en train de vérifier, mais Bonne nuit, Poun Poun, c'est un petit peu comme ça aussi, là, dans le sens qu'il y a beaucoup de gris, puis, mais c'est plus vraiment gris encore que Bonne nuit, Poun Poun. Ouais, c'est juste que les contrastes sont faits différemment et c'est pas le Ouais, même c'est ça, style de c'est dessin ça. surtout. Ouais. Et c'est quoi le rythme de publication pour Made in Abyss? Parce que, enfin, vu les quelques planches que j'ai vues là, enfin, si c'est du mensuel, si c'est du hebdomadaire, je suis bluffé, hein. Je penserais pas parce qu'à à date, il y a, à date, il y a 23 tomes de sortie, je crois, au Japon. Mais ici, chez nous, il y a juste 8 ou 9 tomes de sortie, là. Puis le manga est en cours depuis 2012. Fait que, désolé, j'ai pas fait mes Euh, recherches vraiment comme il faut, là, mais j'ai pas. Non, c'est pas grave parce que je pose la C'est correct. question Ok, ok. de but en blanc là. Attends, mais je regarde du coup si je trouve pas sur. Tac. Ah non, non, j'ai rien dit, je me suis trompé avec un autre manga que je regardais pour. Finalement, il y a pas 23 volumes. Je pense qu'il y en a 8 ou 9. Non, ouais, bah, d'après Wikipédia, là, il y en a 9. Puis il y a 4 chapitres par volume, fait que ça doit être des chapitres de 40 pages, un peu comme JoJo Bizarre Adventure ou SNK, là. Ah oui, donc c'est un mensuel du coup. C'est ça, ouais, ça doit être mensuel. D'après moi, c'est Ouais. mensuel, là. Vu le nombre de chapitres qu'il y a par tome, là, fait que. Ouais.
Bah, très bien, je pense que du coup, bah, on va pouvoir conclure sur cette partie chronique. 食らっておろけて肩を並べうずくまった夜通りの雨にお前はにやけて傷口が綺麗になるなんて嘘をつくいつも口喧嘩さえうまくできないくせしてさえない冗談言うなよあまりのつまらなさに目が Bah, du coup, on va passer à la dernière section du podcast qui est bah, les recommandations courtes euh, sur de l'imaginaire ou d'autres trucs. Qui veut commencer? Ouais, je peux commencer sinon. En fait, je vais te laisser y aller. Ok, bon, j'y vais. Alors moi, je vais vous parler d'un film d'animation que j'ai regardé ce mois-ci du coup, et qui s'appelle Perfect Blue. Alors les plus aficionados d'animation connaissent sûrement déjà. Perfect Blue, c'est le premier film du coup de Satoshi Kon, qui est très réputé dans le milieu de l'animation. C'est sorti en 1998 et la date est importante. J'y reviendrai après. Alors, en fait, dans ce film, on va suivre une idol. Donc, ces sortes de stars là qui sont un phénomène culturel très important au Japon. Et donc, on va suivre une idole qui va quitter son groupe de chanteuses pour démarrer une carrière d'actrice. Et donc, bah, ce changement de carrière va pas plaire à tous ses fans. Et donc, elle va commencer à être plus ou moins harcelée, en plus d'avoir du mal à assumer certains choix qu'elle fera pour sa carrière d'actrice. Voilà. Donc, c'est un animé qui est pas facile à regarder. Donc, encore une fois, hein, l'animation, c'est pas que pour les enfants. Et donc, on va suivre une espèce de thriller psychologique avec des éléments un peu d'épouvante. Si vous avez vu Black Swan, c'est clairement dans le même genre de délire où on va interroger la réalité même de ce qu'on voit à l'écran. Et donc, ce qui est intéressant par rapport à la date de sortie, c'est que je disais bah, que le film est sorti en 98 et ça va parler de harcèlement sur Internet. Voilà. Et donc, bah, par rapport à cet aspect-là, je pense qu'on peut dire que Satoshi Kon a été quand même assez visionnaire par rapport bah, aux dérives qu'on peut parfois observer à notre époque, quoi. Voilà, donc très bon film, grosse recommandation. C'est pas dispo sur une plateforme de streaming, donc je vous laisse trouver ça par vos propres moyens. Et voilà, c'est bon pour moi. Et petite question, tu dis que ça a Ouais. été en 1998, mais mettons son traitement du harcèlement sur Internet, est-ce que ça représente bien ce qui est aujourd'hui dans notre société, le harcèlement sur Internet qu'on connaît aujourd'hui? Bah, c'est un petit peu différent parce que OK. aujourd'hui, bah, Internet, tout le monde y Ça a a accès. évolué. Ouais. Bah, ça évolue, ouais, tout le monde y a accès et tout le monde a accès à tout. Alors que là, j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus, enfin, comment dire, les groupes de fans étaient peut-être un peu plus cloisonnés. C'est-à-dire que bah là, en fait, ce qu'elle va voir, c'est des avis de fans sur un site qui a été créé par des fans. Voilà, donc c'est pas Twitter où tout le monde a accès, où tout le monde peut réagir. Ouais, C'est, juste c'est, sur YouTube où tout le monde peut commenter ouais, un voilà. avis. C'est un peu plus, pas restreint, mais ouais, c'est plus cloisonné, quoi. Disons que un truc où tu vois que c'est des fans vraiment hardcore, quoi, qui participent à ce truc-là. Par contre, après, la manière dont elle reçoit ça, je pense que bah, c'est la même chose qu'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'elle va aller sur ce site de fans où, au départ, bah, ils sont tous à ses pieds parce que c'est une idole, etc.
Et à partir du moment où elle va changer de carrière, elle va commencer à avoir des messages, Oui, des messages bah, haineux. des messages haineux. Et aussi, elle va se rendre compte qu'il y a des gens euh, qui la suivent, en fait. C'est-à-dire que sur ce poste, il y a quelqu'un qui, notamment, se fait passer pour elle et raconte ses journées avec un niveau de détail qui est pas possible, en fait, autrement que pour quelqu'un qui la suit, qui le suivrait au quotidien, quoi. Et bah ouais, c'est super intéressant et en plus c'est bien traité hein, parce que ça fait vraiment froid dans le dos. Qui veut passer ensuite du coup? Moi, c'est encore une recommandation manga et animé. Ok, bah Puis vas-y. je vous recommande moi, personnellement, j'ai lu le manga, mais je vais parler de Tokyo Revenger. Puis l'animé a été adapté. Ben, l'adaptation animée date du printemps-été 2021. Là. Dans le fond, il est en train d'être. La saison 1 est en cours sur Crunchyroll. Là. Puis, dans le fond, c'est l'histoire de Takemichi, puis un jeune début vingtaine, on va dire. Puis, seulement un emploi dans une épicerie, tout ça. Puis, sa vie, c'est comme un peu. C'est des, pas, il déprime un peu sur sa vie, mais tu sais, il fait juste travailler dans une épicerie, puis il fait pas grand-chose de sa vie à part ça. Puis un jour, il regarde la télé, puis il voit aux infos que la seule copine qu'il a jamais eue quand il était au lycée, dans le fond, elle est morte dans une guerre de gang, genre. Elle a été impliquée, dans le fond, fait que c'est comme pris une balle perdue, donc elle est morte. Après ça, après avoir vu ça, tu sais, il s'en va faire sa journée, il prend le métro. Puis en prenant le métro, dans le fond, il se fait pousser devant la rame de métro. Puis au lieu de mourir, il se réveille dans le passé de lui quand il était au lycée, justement. Il apprend justement mettons, il voit que sa copine est encore en vie. Puis aussi, il va voir le petit frère de sa copine qui n'est pas lycée dans le futur. Il va lui dire je voyage dans. Je viens de voyager dans le temps et tout ça, puis ta petite soeur va mourir dans le futur parce qu'elle est impliquée dans une guerre de gang. Puis, quand il sort la main de ce jeune-là, il peut retourner dans le présent. Puis, entre les deux, quand il retourne dans le présent, il est devenu policier. Il dit, il faut que tu retournes dans le passé, il faut que tu infiltres ce gang-là pour empêcher la rencontre entre deux individus qui vont faire que le gang va devenir vraiment violent. Puis, tout ça, comme ça t'empêche ça, le gang ne se créera jamais. Puis, le meurtre de ma soeur et de ton ex-copine arrivera jamais. Fait que dans le fond, on suit ses aventures dans le passé, puis il essaie d'intégrer le gang. Puis finalement, on s'attache vraiment au personnage du gang, puis c'est comme vraiment de la baston avec des poings, des coups de pied, puis tout ça. Là. Fait qu'on s'attache vraiment au personnage, puis le gang, ça devient comme une famille pour le personnage principal. Puis chaque fois qu'il retourne dans le futur, il croit qu'il a réglé le problème, mais la situation devient ça a modifié le présent, mais la situation est encore pire. Fait que là, il retourne dans le passé pour essayer de remodifier ça, puis toujours arranger la situation. Là. Puis, à date, moi, j'ai beaucoup aimé parce que si vous connaissez Sunken Rock, ça fait un peu penser à ça au niveau des gangs, mais en version shonen. Là. Fait que puis les personnages sont tout attachants, puis j'ai beaucoup aimé. Ok. Voilà. Alors moi j'en ai un petit peu entendu parler et j'en ai notamment entendu parler à cause d'une La controverse de la Svatika, là. Ouais, C'est ça, oui. il y a une grosse censure sur un des épisodes parce qu'il y a un personnage qui a une swastika de tatoué ou je sais pas quoi Ben, ou sur un vêtement, je sais plus. C'est le logo de leur gang, en fait. Fait qu'ils l'ont sur leur manteau. Puis ils ont un gros drapeau avec ça aussi, là, parce que c'est comme Bah, c'est le problème de la différence culturelle, quoi. C'est ça, ouais, c'est Ouais. ça. Dans le manga, ben moi je lis le manga comme j'ai pas eu de problème de censure, mais je sais que je crois que ça a été censuré pour un épisode. Puis après, il me semble que les gens n'étaient pas contents, donc ça a été correct pour la suite de l'anime. Là. Ouais. Bah, moi, je trouve ça dommage de pratiquer la censure sur ces choses-là, parce que, bon, ok, il y a une histoire récente qui est associée au symbole, mais c'est un symbole qui veut dire complètement autre chose, et qu'on retrouve dans Et qui d'autres n'est pas cultures. exactement le même non plus. Ouais, oui, c'est ça, c'est dans l'autre sens en plus, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, et ben, du coup, moi, je pense qu'on ferait pas mal de réhabiliter ces symboles-là, en fait. De pas les laisser mourir comme symbole du truc mauvais qu'il y a pu avoir, mais les faire revenir comme le symbole positif qui sont ailleurs, en fait.
Oui, Je sais c'est pas, ça. je sais pas si vous êtes d'accord. Je suis d'accord parce que j'avais vu un article à un moment donné sur au Japon, tu sais, il y a ce symbole-là sur beaucoup de temples ou puis tout ça. Puis à un moment donné, il y avait eu une controverse parce qu'il y avait des. Je sais pas si c'était le ministère du Tourisme ou de quoi de même qui avait pour projet d'essayer d'enlever ces symboles-là sur les temples parce que ça nuisait, mettons. Parce que quand les touristes viennent voir les temples, mettons, ils associent ça un peu à justement la Deuxième Guerre mondiale puis l'Allemagne nazie, là. Fait que, mais rendu là, je pense que c'est juste des différences culturelles, puis il faut que les gens apprennent que c'est pas nécessairement ce symbole-là existait dans plein de cultures avant, puis c'est juste la personne qui l'a repris pour son idéologie, là. Fait que, Ouais. Ouais, je trouve il faut pas abandonner aux nazis les symboles, tu vois. Enfin, je trouve que ça serait dommage quand même. Enfin, ça, je pense que c'est un débat Un débat de fond assez ouais, c'est compliqué. ça. ouais, je pense un débat d'historiens et de philosophes, je pense. Ouais, c'est ça. Bah, pas forcément de philosophe, mais de sociologue surtout. Ouais, c'est ça. Aussi, ouais, c'est sûr. Voilà. Et sinon, la série a l'air sympa. Que ce Ouais, c'est vrai que ça a soit l'air cool. Encore un petit animé à regarder, du coup. Ouais. La liste va commencer à trop devenir d'animés très à longue. regarder. Ah! Et, du coup, c'est dispo sur Crunchyroll, hein. Oui, c'est ça. Voilà. Et du coup, Irizy, c'est quoi ta petite reco pour ce mois-ci? Moi, ce mois-ci, pas de reco particulière parce que en ce moment, je lis des grosses séries où je regarde des trucs très connus, donc j'en parlerai plus en détail dans des chroniques ou ce genre de choses. Ok, d'accord, ça marche. Bon. Bah, très bien. Bah, du coup, est-ce que je ferais pas une deuxième reco du coup pour bah si, allez, vas-y. Vu que l'épisode va pas être très long ce mois-ci, je me permets de flexer un petit peu sur ce que j'ai vu au ciné encore. Dernièrement, j'ai été voir Annette et Benedetta au ciné. Et donc, bah, du coup, je recommande ces deux films parce qu'ils étaient vachement bien. Benedetta, c'est un espèce de film un peu historique où on va suivre une nonne lesbienne dans un couvent pendant une période de peste. Donc, il y a la peste qui sévit bah, dans la ville autour du couvent, quoi, en gros. Enfin, dans le pays plutôt, en Italie. Et voilà, donc bah, du coup, ça va interroger un petit peu toutes des questions autour de la religion, du poids des dogmes, sur bah, notamment la sexualité, la liberté des nonnes, etc. Voilà, donc un film très intéressant et assez provoquant aussi. C'est, je pense, un bon rôle pour les films aussi de provoquer parfois, donc c'est très bien. Et Annette, on va suivre en fait un couple d'artistes. Donc la dame, elle est jouée par Marion Cotillard déjà, et elle est chanteuse d'opéra en gros. Et le gars, joué par Adam Driver, qu'est-ce qu'il est déjà? Il est humoriste, donc il va sur scène faire du stand-up, quoi. Donc les deux se rencontrent, se marient, ils ont un enfant, et il y a toute une histoire autour bah, de leur relation, de cet enfant, et voilà. Et donc, bah, ça va parler un peu de parentalité, de show business, quoi. Voilà, donc c'est un film qui est visuellement absolument somptueux. Il y a des plans qui sont incroyables. Et voilà, donc bah, les deux, c'est deux très bons films. Et donc, bah, si vous êtes intéressé un peu par le cinéma et que bah, vous avez le temps de y aller, et surtout la capacité en ce moment, parce avec les vaccins et du bazar, bon, c'est pas forcément super évident. Mais voilà, moi, je recommande en tout cas ces deux films-là. Voilà. Mais vous avez pas une histoire de passe sanitaire pour aller au cinéma en France ou c'était juste pour Camelot, ça? Non, justement, si c'est ça. Bah, en fait, non, c'est juste que c'est tombé le jour de la sortie de Camelot. Ouais. Et il faut avoir le pass sanitaire, donc. Ok. Parce que nous, on n'a pas besoin de ça comme c'est là pour aller au cinéma encore. Là. Fait que, on est chanceux. Bah, chacun Ouais, ses restrictions, hein. Ouais. Ouais, bah c'est compliqué comme situation. Enfin, ouais, on va pas s'embarquer là-dedans parce que c'est compliqué.
À la limite, la seule chose que j'en dirais, c'est vaccinez-vous. Voilà. Ouais. Et si vous l'êtes pas encore, pour ceux qui nous écoutent, surtout faites-le. C'est important, pas seulement pour récupérer des libertés ou quoi, mais pour protéger les gens autour de vous, pour vous protéger vous, pour protéger les gens autour de vous, et surtout pour protéger ceux qui peuvent pas se faire vacciner pour raison médicale, quoi. C'est tout ce que je dirais sur ça. Je crois que c'est une belle conclusion. Ouais. Voilà. Du coup, je vous remercie tous les deux d'être venus présenter des chroniques sur cet épisode. Je remercie les auditeurs et les auditrices d'avoir écouté ce podcast. Alors, comme d'habitude, si vous voulez nous aider, le plus important, je pense, c'est de partager l'épisode autour de vous. N'hésitez pas, du coup, à vous abonner, à mettre le pouce bleu, la cloche et tout ce bazar-là. N'hésitez pas surtout à nous rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont dans la description, donc Twitter, Facebook, Instagram aussi normalement, et surtout sur le Discord. Voilà. Ok, du coup merci encore à vous deux, merci à tout le monde, et je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt pour plus d'aventures. À Salut. bientôt. À bientôt.